Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du lien qui existe entre notre cerveau et notre ventre. Alors bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Morgane Pearl, je suis coach en développement personnel, naturopathe et mentor holistique et ma mission est de t'aider à retrouver un équilibre entre ton corps et ton esprit dans un objectif de bien-être à travers l'alimentation, à travers le développement personnel et à travers l'activité physique et mentale. Donc le titre de la vidéo aujourd'hui c'est le ventre, ce second cerveau. Alors pourquoi j'ai voulu parler du ventre? Puisqu'aujourd'hui c'est quand même un sujet qui est assez récurrent puisque tout le monde en fait a déjà eu l'occasion de côtoyer ce lien qui existe entre notre cerveau et notre ventre. Alors il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique pour savoir que notre cerveau et notre ventre sont liés et que certaines idées qui nous viennent à l'esprit peuvent aussi être liées à notre ventre. Alors on a tous connu une de ces sensations, par exemple lorsque l'on a l'impression d'avoir des papillons dans le ventre lorsque l'on tombe amoureux, ou alors d'avoir le ventre totalement noué lorsque nous sommes en colère ou lorsque nous sommes frustrés. Il y a aussi l'expression qu'on emploie très souvent qui est de ravaler sa colère. Et je pense que ça, nous avons tous eu l'occasion de l'expérimenter aussi. Tout ça pour vous dire que nos humeurs ont un effet sur notre ventre et que notre ventre a un effet sur nos humeurs. Par exemple, lorsque nous nous réjouissons quelques heures plus tard d'un bon repas que nous avons mangé, ou encore de certains plats qui font ressurgir certains souvenirs d'enfance, ou encore une envie de manger prolongée, comme une fringale par exemple, qui finit par nous taper sur le système ou sur les nerfs. Pendant longtemps, le monde scientifique, et notamment la médecine occidentale, a suivi l'idée que notre cerveau était le seul à gouverner notre corps. Mais il y a quelques années, des scientifiques ont découvert que l'intestin était capable finalement de créer des substances, une dizaine de substances, qui étaient aussi produites par le cerveau, et notamment celles qui sont à l'origine du sentiment de bien-être. Ils ont également découvert que l'intestin contenait 100 à 200 millions de cellules nerveuses. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de parler d'un deuxième cerveau situé au niveau de notre ventre. Donc ces cellules nerveuses qui sont à l'intérieur de notre intestin, elles sont capables de piloter la digestion, notre digestion du coup, toutes seules, de manière autonome. Alors elles coordonnent la protection contre les infections et donnent aussi l'ordre aux muscles de se contracter, ce qu'on appelle aussi le péristatisme, de façon à faire progresser la nourriture ingérée. Plus étonnant encore, entre ce système nerveux indépendant et celui de notre cerveau, il y a ce qu'on pourrait appeler des sortes d'autoroutes neuronales qui permettent d'échanger des informations entre la tête et le ventre. Alors ces informations, elles circulent surtout dans un sens, c'est celui de l'intestin vers le cerveau. D'ailleurs, ces informations, lorsqu'elles arrivent au cerveau, elles sont traitées dans les zones qui régissent nos sentiments. Alors cette découverte, elle a totalement changé l'image que l'on avait de l'intestin, puisque on avait une image finalement de l'intestin qui servait uniquement à la digestion. Et là, on se rend compte que finalement, l'intestin n'est plus un simple organe, mais il fonctionne, finalement, il se comporte comme un informateur capable de rapporter au cerveau ce qu'il se passe dans notre ventre. Donc là, la question que nous pouvons nous poser, c'est qu'est-ce que peuvent se dire finalement notre cerveau et notre ventre lorsqu'ils échangent des informations, et finalement savoir s'il est possible d'influencer ces échanges. Alors ça fait quelques années maintenant que les chercheurs essayent de déchiffrer du coup les signaux que s'envoient notre ventre et notre cerveau. Et c'est de cette manière qu'ils ont découvert que le cerveau pouvait avoir une vision globale de ce qu'il se passait dans notre ventre, grâce en fait aux signaux qui sont transmis par l'intestin. Alors ces messages, ils permettent par exemple de savoir si la nourriture ingérée comporte suffisamment de nutriments. Ça peut être aussi l'alerte de microbes potentiellement pathogènes qui pourraient se multiplier dans l'intestin. En fait, la plupart des messages qui sont envoyés par l'intestin, c'est comme ce qu'on pourrait appeler des notifications qui sont faites du coup à notre cerveau, mais c'est des notifications dont on ne se rend pas compte en fait, qui sont totalement inconscientes. Les seuls moments où finalement on se rend compte de cette information, c'est par exemple lorsqu'il y a vomissement ou qu'il y a des nausées, qui sont liées finalement, là on sait, à une intoxication alimentaire. Donc finalement, quand tout est en ordre, le cerveau traduit ces signaux par un bien-être général
Et lorsque par contre il y a un souci ou qu'il y a une alerte dans votre corps, cela se répercute sur notre humeur. Et cela va dans l'autre sens aussi, puisque l'intestin est capable de réagir s'il sent que notre tête ne va pas bien. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, lorsque nous sommes soumis à un stress important, eh bien notre intestin va se trouver affecté par ce stress et par réflexe, il va se mettre à modifier son activité. Et cela peut par exemple se traduire par une perte d'appétit. En fait, quelle que soit la manière dont l'intestin va réagir par rapport à ce stress, il va en fait économiser de l'énergie qui sera en fait utilisée par le cerveau pour surmonter le stress. Alors ce que pensent en fait en général les scientifiques, c'est que autrefois cette économie d'énergie en fait pouvait servir à notre survie. Par exemple, lorsque nos ancêtres pouvaient être poursuivis par des prédateurs, eh bien ils avaient suffisamment d'énergie à ce moment-là pour prendre la fuite ou pour se battre. Cependant, ce qu'il faut bien noter, c'est que l'intestin, il ne ressort pas toujours indemne après de telles réactions. Et notamment lorsque le stress par exemple s'installe dans la durée. Ici, en fait, la muqueuse intestinale, elle va se dégrader et des bactéries pathogènes peuvent s'y installer. Alors, de manière à ce qu'en fait, il n'y ait pas constamment des échanges entre la tête et le ventre, il y aurait en fait un espèce de mécanisme, selon les chercheurs, qui serait que notre premier cerveau, en fait, garderait en mémoire les perceptions du second. De cette manière, quand nous nous retrouvons face à des situations qui font appel à ces circonstances déjà vues, eh bien, notre cerveau en fait fait appel à ces données. Et ces données provoquent finalement dans notre ventre cette sensation positive ou négative en fonction de l'événement du coup que vous venez de vivre. Donc quand on parle par exemple de suivre ses tripes, eh bien effectivement du coup ça renvoie à écouter son deuxième cerveau. De plus en plus de scientifiques s'intéressent en fait à cela puisque c'est une très grande découverte. Et ils s'intéressent donc notamment au fait que notre cerveau est influencé par notre cerveau ventral, mais aussi influencé par le microbiome. Alors le microbiome, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des bactéries que vous allez retrouver dans votre flore intestinale. Ces micro-organismes, ils sont 10 fois plus nombreux que les cellules qui composent notre corps et ils joueraient un rôle clé dans la manière dont les signaux sont envoyés de l'intestin au cerveau. Cela signifierait qu'ils auraient donc un rôle important sur notre état physique et psychologique. Je vais vous donner un petit exemple d'une expérience qui a été menée du coup au Canada en 2012 sur des souris de laboratoire par rapport à cette relation qui existe en fait entre le microbiome, l'intestin et le cerveau. Alors ces scientifiques en fait ils ont fait deux groupes. Alors, il y avait donc les souris qui avaient une certaine flore intestinale et qui avaient un caractère plus téméraire et en ayant des dispositions à plutôt découvrir leur environnement. Et l'autre groupe de souris avait un autre type de flore intestinale et celle-ci était plus timide, plus réservée et plus apeurée. Elles ont donc été élevées dans des conditions stériles de manière à ce que le microbiote ne puisse pas se développer. Ces souris, elles se sont vues en fait transplanter la flore intestinale de l'une et de l'autre. Et bien ce qui est arrivé, c'est que les souris qui étaient à la base téméraires sont devenues timides et les souris timides sont devenues téméraires. Donc ces analyses, elles sont quand même très intéressantes puisqu'elles permettent de nous faire dire que notre microbiote a finalement un impact sur nos humeurs. Alors là oui, cela a été fait, l'expérience a été faite sur des souris, mais finalement ce changement d'humeur, des scientifiques l'avaient déjà remarqué chez des êtres humains. Donc c'est pour ça que des chercheurs ont essayé de prouver que notre microbiote avait donc un impact sur nos humeurs et notre positivité. Et effectivement, il y a eu des patients qui ont eu une infection sévère de l'intestin, qui ont dû subir une transplantation et qui se sont retrouvés affichant un état plutôt dépressif alors qu'ils étaient en bonne santé psychique avant. Ensuite, les médecins, ils ont aussi découvert que la flore intestinale des personnes plutôt dépressives, schizophrènes ou encore même autistes était différente de celle des personnes en bonne santé. Cela vient encore confirmer que les micro-organismes qui peuplent notre appareil digestif pourraient encore avoir finalement un impact sur nos troubles psychiques. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment des bactéries qui sont totalement isolées au fond de notre intestin peuvent influencer notre cerveau et du coup nos humeurs et finalement aussi
nos troubles psychiques. Alors les chercheurs, ils ont plusieurs théories à ce sujet-là, et notamment celui que les bactéries en fait, qui peuplent notre appareil digestif généreraient des substances psychoactives parmi lesquelles en fait, il y aurait les mêmes neurotransmetteurs que celles auxquelles le cerveau a recours. Ensuite, il y a certaines bactéries qui ont la capacité de produire de la sérotonine. Alors la sérotonine, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une hormone qui joue un rôle majeur dans la régulation de l'humeur. La sérotonine, elle sert aussi à réguler les mouvements dans l'intestin afin que du coup la digestion se passe bien. Ensuite, il y a d'autres bactéries qui produisent de l'acide gamma-aminobutyrique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nom? En fait, c'est tout simplement un neuromodulateur important qui nous permet de contrôler notre anxiété et ce sont aussi des acides gras qui jouent un rôle d'antidépresseur naturel. Et pour finir, il y a aussi les bactéries qui se caractérisent par la production de dopamine et celle-ci, du coup, lorsque l'on en est carencé, peut notamment provoquer la maladie de Parkinson. Et donc la production de toutes ces substances qui régulent nos humeurs, eh bien elle est liée au métabolisme de chacune des bactéries que l'on a dans notre corps. Donc en fait ces bactéries, via la muqueuse intestinale et ensuite par le sang, elles arrivent à parvenir jusqu'à notre cerveau. Ensuite, les interactions qui existent entre notre système nerveux et ces bactéries du coup qui habitent notre intestin, elles jouent un rôle important dans certaines pathologies nerveuses. Par exemple, lorsque notre muqueuse intestinale devient perméable, les agents infectieux vont pouvoir pénétrer dans cette couche-là et du coup notre système immunitaire va être agressé. À ce moment-là, des substances inflammatoires vont envahir notre corps et finalement ces substances, elles vont déséquilibrer nos hormones et du coup le message envoyé à notre cerveau, ce sera un changement d'humeur. Alors tout ça ne signifie pas que nous sommes non plus à la merci de notre flore intestinale, puisqu'il reste encore à déterminer exactement quelles bactéries agissent sur notre système nerveux et de quelle manière elles y parviennent. Par contre, ce que l'on sait, c'est que plus un microbiome comporte une grande diversité de micro-organismes, plus l'effet sur notre corps et sur notre esprit est positif. Alors du coup, évidemment, je vais finir par vous parler de ce que nous mangeons et du coup, comment est-ce que nous pouvons impacter finalement le microbiote et tous ces micro-organismes qui habitent notre flore intestinale. Alors il n'y a pas de solution miracle, mais effectivement déjà, lorsque vous avez une alimentation qui est variée, cela va vous permettre d'accéder à une diversité de micro-organismes beaucoup plus importante. Ensuite, ce qui a été prouvé aussi, c'est qu'une alimentation riche en grains saturés et riche en fibres permettrait du coup d'améliorer la flore intestinale, réduirait les inflammations et aiderait à lutter contre la dépression. Et tout à l'inverse, une alimentation qui serait plutôt très riche en sucre, très riche en produits transformés, très riche en acides gras, eh bien celle-ci semblerait endommager le microbiome et favoriserait les inflammations. Alors ce qu'il faut savoir en plus, c'est que si le microbiome il manque de fibres, donc les fibres que vous retrouvez notamment dans les fruits et dans les légumes, eh bien il peut être mis à mal puisqu'en fait les bactéries qui se trouvent dans votre flore intestinale, eh bien c'est la première chose dont elles vont se nourrir. Et donc si elles n'ont pas de fibres, elles vont venir ronger la muqueuse du gros intestin. Et cela va permettre aux agents pathogènes, encore une fois, de pénétrer à l'intérieur de votre intestin et du coup, cela va provoquer une mise en alerte de notre système immunitaire. Alors en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que les études sur les probiotiques, donc ces aliments du coup ou ces compléments alimentaires qui nous permettraient du coup de favoriser notre flore intestinale, eh bien ils en sont uniquement à leur début. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de progrès dans les prochaines années là-dessus. On pourrait d'ailleurs imaginer de nouvelles thérapies contre l'anxiété ou contre la dépression grâce à ces probiotiques qui viendraient du coup améliorer notre flore intestinale. Donc tout cela serait finalement dans le but d'améliorer finalement notre cerveau, de le soigner grâce à notre deuxième cerveau qui se situe du coup au niveau de notre ventre et de nos intestins. Cela contribuerait donc à l'amélioration de notre santé, de notre bien-être physique et mental grâce à notre santé intestinale. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Effectivement, la vidéo était un peu plus scientifique que d'habitude. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans mes explications et dans les mots que j'ai utilisés. Si jamais d'ailleurs, vous pouvez me le noter en commentaire et me poser des questions. Je vous ferai aussi, je pense, une petite vidéo sur le microbiome un peu plus approfondie et non pas sur la relation du coup entre le cerveau et le ventre. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.